Donc oui, je suis Léla Adri. Je vais vous présenter les travaux effectués dans le cadre de mon projet de thèse intitulé « Traitement automatique de timelapse stéréoscopique pour la télédétection ». Donc la présentation va se dérouler comme suit. Je vous présenterai tout d'abord la problématique générale, quelques concepts liés à la problématique et les données qu'on a à traiter. Je détaillerai un peu plus après la pipeline dans sa globalité et les aspects temporels et stéréoscopiques. Et je conclurai avec les perspectives. Donc tout d'abord la problématique. Donc le sujet, comme je viens de dire, c'est traitement automatique. Donc traitement automatique, ça va regrouper tout ce qui est traitement d'image, comme on vient de voir, de la vision par ordinateur, du feature matching, du object tracking, du flow optique, ce genre de trucs. L'aspect timelapse, ça va être tout ce qui est traitement des séries temporelles qu'on va pouvoir générer avec ce traitement automatique. Donc ça va être la modélisation temporelle, le débruitage de ces profils de déplacement par exemple, peut-être la prédiction. L'aspect stéréoscopique, ça va être ce qui va nous permettre d'avoir une information géométrique sur la scène observée, donc par des techniques de géométrie épipolaire, de géoréférencement et de calibration. Et l'aspect télédétection, ça va être comment on va fusionner toutes ces informations-là pour avoir des corrélations, par exemple, ou la topographie de la scène observée, ou évaluation des risques par rapport à la scène observée. Voilà. Donc, un des jeux de données qu'on a à traiter, c'est le glacier d'Argentière. Donc ici, c'est une photo que j'ai prise à côté, donc vue du village d'Argentière sur le glacier d'Argentière. Donc là, donc ça c'est son nez, donc son nez qui est là, hein, c'est la chute de Sérac. Ça c'est un exemple de timelapse qu'on a pu avoir avec nos appareils photo. Donc stéréoscopique, ça veut dire qu'on a deux caméras qui sont installées en montagne, qui sont en train d'observer le glacier. Donc ça c'est la caméra droite, ce que ça peut nous donner. Donc ça j'ai mis beaucoup d'images qui sont pas mal dégradées pour vous montrer les problèmes qu'on va pouvoir avoir. Donc déjà, l'un des problèmes, c'est que certaines images sont prises pendant l'été et d'autres pendant l'hiver. Et puis, on a pas mal de problèmes qui sont déjà liés à la taille des images. Donc on a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Mais en plus, à cause de la brume, de la réflexion du soleil sur les caméras, de l'effet Tour Eiffel que va subir nos installations, qui va faire en sorte que nos images dans le timelapse ne sont pas recalées. Donc c'est-à-dire que le glacier n'est pas dans la même... Donc il y a eu un changement de perspective entre les différentes images. Donc nos données, en gros, ça va être ces timelapses-là, donc à gauche et à droite, avec les deux appareils photo. La géolocalisation des caméras, de ces installations-là, et des mesures GPS au sol. Donc la difficulté, c'est principalement lié aux problèmes qu'on peut voir sur ces images, donc aux problèmes de milieu naturel, et surtout le mouvement non rigide du glacier. Donc le glacier, il ne va pas juste subir une transformation rigide, une transformation de perspective par exemple, mais il va y avoir une obstruction par exemple sur le glacier à cause des crevasses et ce genre de problème. Donc je reprends le plan, mais maintenant avec un code couleur. Donc ce que j'appelle l'aspect temporel, c'est l'aspect monocaméra qu'on va effectuer deux fois pour la caméra gauche et pour la caméra droite. Et l'aspect stéréoscopique, ça va être ce qui concerne deux images prises en même temps avec la caméra gauche et droite. Donc commençons par la pipeline dans sa globalité, donc stéréo et temporel. Donc elle est comme suit. Donc ce qui est en bleu, c'est l'aspect monocaméra, donc les traitements qu'on va effectuer sur nos timelapse gauche et droite. Et ce qui est en orange, je le détaillerai plus tard, c'est l'aspect stéréoscopique. Et c'est là qu'on va pouvoir fusionner les deux aspects. Donc tout ça, ça a déjà été validé. On a un papier en conférence nationale qui s'arrête jusque-là. Sur cette étape-là, on a un papier publié en conf et un papier soumis en journal. Cette étape, elle est en orange, je vous expliquerai après pourquoi. Et on n'a pas encore fait de conclusion utile pour les géomorphologues. Donc, commençons par l'aspect monocaméra. Donc, tout d'abord, nous avons un timelapse avec plein d'images dégradées et on veut le traiter automatiquement. Donc, la première chose à faire, c'est d'éliminer les images qui ne sont pas utiles et qui vont fausser tous nos calculs.
Donc pour faire ça, on a fait une petite correction, histoire de ne pas éliminer toutes les images quand même. Et on a essayé de détecter les textures sur notre objet d'intérêt. Donc pour le jeu de données que je vous ai présenté, ça va être le glacier. Donc on a détecté la texture. S'il y a assez de texture, on garde l'image. Si le glacier il est vraiment obstrué par la brume ou qu'il y a trop de neige et du coup il n'y a pas de texture, on va éliminer cette image. Donc à l'issue de cette étape, on va avoir un time-lapse, mais avec des trous. Donc des images qui ont été éliminées qui vont créer des trous temporels dans les séries temporelles d'images. Donc cette étape, donc j'ai pas mis de formule, hein, mais cette étape, on va essayer de corriger, de compenser le mouvement de la caméra qu'on a à cause de l'effet Tourelle dont je vous ai parlé. Donc ce mouvement de la caméra, on a voulu l'estimer par une homographie. Donc cette homographie, elle va modéliser la rotation subie par la caméra, la translation, mais aussi le tilt. Donc ça, c'est le plan image. Ça, c'est toutes les transformations rigides en 2D qu'on peut avoir. Donc cette homographie, en fait, ce sont 8 paramètres qu'on va estimer avec au moins 4 points sur les images non collinéaires. Donc on a fait plutôt ça avec plein de correspondances et un RANSEC. Donc ça se fait sur les zones fixes. Donc comme j'ai dit, la transformation elle est rigide et notre glacier il subit des transformations qui sont non rigides. Donc ça c'est juste pour recaler le mouvement de la caméra en masquant le glacier. Afin d'estimer maintenant le mouvement du glacier, on va tout d'abord faire une mise en correspondance donc sur notre time-lapse entre une image prise à l'image t et t plus 1 ou t plus delta t. Cette mise en correspondance elle est assez sophistiquée parce que justement nos images sont difficiles à recaler. Donc en gros, nous allons construire une pyramide de corrélation avec des opérateurs ici comme on voit, max pooling, subsampling, qui vont être prouvés donc, par les auteurs, robustes au manque de texture et aux textures répétitives. Donc en gros, on va construire cette base de la pyramide avec des techniques de corrélation normalisée traditionnelles et on va retrouver tous les niveaux supérieurs de la pyramide avec ces opérateurs. Donc une fois la pyramide construite, on va essayer de backtracker ces correspondances pour avoir une mise en correspondance quasi dense. Donc quasi dense n'est pas dense, bien sûr, parce que la corrélation, on va effectuer un seuil et nous n'allons pas avoir de mise en correspondance entre tous les pixels des deux images qu'on est en train de recaler. Donc pour avoir un champ de déplacement dense, donc en tout pixel, on va estimer un flux optique donc, entre les images que nous sommes en train de recaler. Donc, par exemple, l'image 0 et 1 ou 1 et 2, si l'image 3 est manquante du time-lapse, on ne va pas la considérer, etc. Donc le flux optique, en gros, c'est une méthode variationnelle qui va utiliser les dérivées temporelles et spatiales de l'image. Elle repose sur deux contraintes, c'est la conservation de l'intensité entre une image prise entre un temps t et delta t, donc comme on voit ici, et la conservation des gradients entre une image prise à un temps t et delta t. Donc ça, c'est l'approche classique, donc qui date déjà. Ils ont rajouté un terme de lissage parce que le problème est quand même assez mal posé. L'algorithme que nous avons utilisé est beaucoup plus récent. Déjà, ils vont utiliser d'autres stratégies qui vont faire en sorte que c'est l'un des seuls algorithmes qui a pu marcher sur nos données. Et en plus, ils vont prendre en compte un terme de matching, donc une initialisation pour le calcul du champ de déplacement, qu'on va lui donner grâce à cette étape faite préalablement. Donc ces correspondances-là, elles vont initialiser notre calcul de flux optique. Donc tout ça, c'est des méthodes de la littérature. Et notre contribution principale, ça va être cette méthode-là. Donc à l'issue de cette étape, nous allons avoir un time-lapse, donc t plus 1. On va calculer les champs de déplacement entre toutes nos images du time-lapse et on va pouvoir, grâce à ça, générer, en un pixel choisi par l'utilisateur, générer par exemple un profil de déplacement, de position ou de vitesse. Donc ces profils de déplacement, on veut savoir à quel point ils sont corrects, à quel point ils ne sont pas influencés par les effets de milieu naturel que je vous ai cités tout à l'heure. Donc ce qu'on veut faire, c'est les débruiter, les régulariser. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de maximiser, donc de minimiser une erreur de fermeture temporelle sur une boucle fermée de champ de déplacement. Donc en gros, on a deux formulations pour cette erreur de fermeture temporelle. La première, ici, je vais vous donner des exemples.
pour ne pas expliquer la formule avec des sommes. Donc un exemple de la première contrainte, ça va être que le déplacement entre l'image 1 et 4 est égal à le déplacement entre l'image 0 et 4 moins le déplacement entre l'image 0 et 1. Donc la deuxième formulation, elle est très similaire aussi. Donc ça, on va dire que le déplacement entre l'image 1 et 4 est égal aux sommes de déplacement à un jour entre 1 et 4. Donc le déplacement entre 1 et 4, ça va être égal au déplacement entre 1 et 2, plus le déplacement entre 2 et 3, plus le déplacement entre 3 et 4. Donc ça, c'est nos erreurs de fermeture temporelle qui vont nous permettre de profiter de la redondance des calculs qu'on a effectués. Donc pour pouvoir minimiser ces erreurs, on a calculé un champ de déplacement entre toutes les combinaisons possibles de nos images dans le timelapse. Afin de profiter de cette redondance, mais de ne pas prendre en compte des images qui ne sont pas très corrélées, donc ici, j'ai ce que j'appelle l'Observation Index Graph. Ça, c'est les index de mes images, là, 0, 1, 2, 3, 4. Et les flèches en orange, c'est tous les champs de déplacement que je vais pouvoir calculer. Donc ici, on voit que, par exemple, l'image 27 du timelapse et l'image 0, on a calculé une corrélation entre les deux pour pouvoir prendre cette information. Histoire de ne pas prendre des images qui sont trop éloignées dans le temps, on a réduit la portée de la boucle temporelle. Donc je passe un peu plus en détail cette étape. Donc les deux erreurs que je vous ai montrées dans le slide précédent, en notation matricielle, ça donne ça. Donc ça, c'est mes observations. Donc c'est toutes les combinaisons possibles de champs de déplacement en un pixel donné. Donc ça, c'est juste en un pixel. Et ça, c'est la deuxième formulation. Donc l'output, ce que nous voulons faire, c'est inverser cette matrice. Donc nous avons ça, c'est nos observations. Ça, c'est nos contraintes de fermeture temporelle. Et on veut juste tout simplement inverser cette matrice pour trouver un profil de déplacement qui est cohérent temporellement. Donc ces deux formulations ne nous donnent pas exactement le même output, mais il y a une bijection entre les deux, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ce qui se fait en inversion généralement, c'est de faire une SVD avec cette équation-là. Nous, à cause des données manquantes, donc des images qui ont été éliminées en pré-traitement, ces matrices-là ne sont pas à rang plein, c'est-à-dire que notre problème est mal posé. Pour pouvoir résoudre un problème qui est mal posé, on va rajouter une contrainte de lissage et une pondération. Donc ici, j'ai mis qu'on a fait une résolution itérative au lieu d'une SVD pour prendre en compte que à côté, sur les données manquantes, le problème est mal posé. Donc on a rajouté une contrainte de lissage histoire de faire en sorte que ça ne diverge pas, que la solution n'est pas une norme très grande, puisqu'on sait très bien que le profil de déplacement de notre glacier, il ne va pas avoir une grande norme, il va plutôt être lisse. Donc ça, le W, c'est la pondération de nos observations qui sont là. Les pondérations, on les a pris dans les autres étapes de la chaîne de traitement, par exemple la corrélation que nous avons calculée préalablement, où voilà, on a 3 types de scores qu'on va pouvoir utiliser pour pondérer notre inversion. Et on a fait du data parallélisme, c'est-à-dire que cette inversion va se faire parallèlement sur chaque pixel pour que ça aille plus vite, puisque nos images, elles font quand même beaucoup de mégapixels. Et voilà. Donc, dans ce qui suit, je vais vous montrer certains des résultats sur nos données simulées, sur nos timelapses simulés. Donc, voici à quoi ressemblent nos timelapses simulés sur lesquels on connaît le vrai déplacement. Donc, on a une vérité terrain, entre guillemets, donc, avec laquelle on peut valider notre approche. Donc, pour simuler le déplacement d'un glacier, j'ai appliqué une transformation affine par morceau. Donc, on voit que ça génère des petites dislocations là. Je trouve que c'est assez ressemblant à ce que peut subir le glacier. Sur les zones fixes, j'ai rajouté de la neige pour voir si ça marche bien. Donc on va pouvoir. Donc, on a un timelapse avec. Ça, c'est l'image 0. Et on va avoir un timelapse avec plein d'images qui sont transformées de cette façon-là. Donc je remplace la partie fixe et je transforme le glacier avec une transformation affine par morceau. Donc en gros, les expérimentations qu'on a faites pour valider cette régularisation temporelle, déjà on a lancé toute la pipeline avec le flot optique et le matching sur nos timelapses simulés, ça a donné de bons résultats. Maintenant on veut tester juste l'étape d'inversion pour la régularisation temporelle.
Donc on a simulé plusieurs scénarios d'acquisition, c'est-à-dire qu'on va rajouter du bruit de mesure, on va essayer de voir comment ça se comporte si nous avons une donnée manquante ou deux ou trois adjacentes, etc. Nous avons testé les deux formulations que je vous ai montrées, que j'appelle Common Master et Leapfrog. Les différents poids, la norme à minimiser, le niveau du bruit, la taille des données manquantes, et puis les solvers utilisés et leur comportement sur les données manquantes. Donc je vais vous montrer certains de ces résultats, en l'occurrence avec le niveau du bruit, les outliers et les données manquantes. Donc ça, c'est la carte de déplacement entre l'image 0 et 1, à laquelle on a rajouté un bruit de mesure. Après régularisation, on voit que ça a pas mal quand même débruité, en sachant que, je répète, la régularisation, elle se fait pixel par pixel sur l'axe temporel. Donc ça ne se passe pas du tout sur l'axe spatial. Donc si on choisit un des pixels ici, et qu'on le plotte sur le plan temporel, donc ici ça ne se voit pas très bien, mais là c'est le déplacement entre l'image 0 et 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 4, 5. En marron, c'est la vérité terrain que je veux obtenir. En rose, c'est les observations qu'on est allé bruiter. Et en bleu et en vert, c'est les résultats, les solutions qu'on a eues avec les deux formulations que je vous ai présentées dans Common Master et Leapfrog. Donc on voit que la régularisation, elle a quand même débruité un bruit qui est autour de 5 pixels, grâce à l'exploitation de la redondance de nos mesures. Ici, c'est un plot qui va en gros nous donner l'erreur sur les résultats en fonction du nombre d'observations qui sont bruitées. Donc on voit que quand on a ici, donc on a peu d'observations bruitées ici, beaucoup d'observations bruitées, ou pas bruitées mais plutôt distordues. Donc on voit que quand on a quelques observations qui sont distordues et quelques-unes qui sont correctes, la régularisation, elle permet de corriger celles qui sont distordues. Mais quand toutes nos observations sont distordues, la régularisation, elle ne pourra rien faire, ce qui est très logique. Donc voilà. Concernant les outliers, ici, j'ai injecté ce que j'appelle un faux événement. Donc c'est un outlier sur une des cartes de déplacement de notre timelapse. On a vu qu'en lançant la régularisation, donc sur l'axe temporel, et quand on replote sur l'axe spatial, eh ben, cet événement, il est parti, donc c'est bien. Concernant les observations manquantes, donc comme tout à l'heure, le marron, pointillé, c'est la vérité terrain, et le rose, c'est nos observations avant régularisation. Donc nous voyons que nous avons un point ici, un point ici, un point ici, mais que ces deux données sont manquantes. Grâce à l'inversion, nous avons pu combler ces trous dans l'axe temporel, donc mettre des valeurs là où on n'en avait pas avant. Et on a pu aussi montrer que certains solvers vont avoir une stratégie différente pour combler les trous, qui est beaucoup mieux qu'une résolution par SVD. On a aussi pu montrer que la formulation Leapfrog est beaucoup plus robuste sur les données manquantes que la formulation Common Master, et on a réussi à prouver ça en simulant la propagation des incertitudes à travers l'inversion. Donc quelques résultats maintenant sur données réelles. Donc ici c'est une des images de mon timelapse. Là c'est un champ de déplacement moyen codé sur l'espace HSV. C'est-à-dire que la saturation de la couleur, en gros, c'est le module du déplacement moyen, et que la couleur ici c'est la direction comme on voit sur cette légende. Donc une direction là, ça va être comme ça, voilà, etc. Donc ça c'est des outliers à cause du ciel. Hein. De toute façon, le ciel, on sait très bien que nos observations ne sont pas du tout correctes dessus. Mais sur le glacier, ça marche bien et on voit que l'amplitude du déplacement sur les zones fixes est égale à 0, ce qui est bien. Donc je vais détailler un peu plus les étapes une à une. Donc ça, c'est un zoom sur la chute de Serac, et ça, c'est ce que a donné le deep matching avec la corrélation en multi-échelle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les points homologues sont de même couleur. On voit que ça marche très bien sur la zone glacier, même si nous n'avons pas du tout la même luminosité ni la même texture. Par contre, ça ne marche pas du tout ici, là où il y a de la neige, c'est normal. Pour le flow optique, donc, qui est initialisé par le matching que je vous ai montré, donc ici, c'est ce petit carré jaune, il est là, petit carré rouge, il est là.
déplacement en pixels en X, en Y, en X, en Y. Donc nous voyons que nous avons quand même beaucoup d'outliers qui sont dus au fait que le matching déjà n'est pas en tout point et au problème que je vous ai cité tout à l'heure. Et on voit que la régularisation, elle nous permet de se débarrasser de ces problèmes et d'avoir un profil de déplacement donc spatial et temporel qui est assez cohérent. Donc si on prend cette carte de déplacement et qu'on choisit un pixel, on peut plotter le profil de déplacement sur l'axe temporel. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai choisi des pixels au hasard, c'est le pixel A, B et une moyenne sur la chute de Séracq. Nous pouvons avoir donc les déplacements en centimètres par jour régularisés, donc qui vont satisfaire une contrainte de cohérence temporelle. Donc en rouge, ce que j'avais obtenu avant régularisation et en bleu après régularisation. Donc on voit que les trous ont été comblés, que certains outliers ont été enlevés, qu'on a enlevé un petit billet, si je puis dire, ici, sur la chute de Séracq. C'est quand même une différence d'environ 20 cm. Passons maintenant vite fait sur la partie stéréoscopique. Donc la mise en correspondance en stéréoscopie, elle est un peu plus facile que pour la mise en correspondance entre deux images prises à un temps t plus delta t, parce que les images elles vont être prises en même temps et que la transformation à retrouver elle va être rigide, parce qu'on cherche juste à retrouver le changement de perspective entre l'image gauche et droite. Donc on va le faire avec du feature matching puisque c'est plus rapide que les approches denses que je vous ai montrées. Grâce à on va retrouver, grâce à cette mise en correspondance entre l'image gauche et droite, on va retrouver la matrice fondamentale et la pose des caméras. Donc la pose des caméras, c'est-à-dire l'orientation des caméras l'une par rapport à l'autre. Et la matrice fondamentale, c'est ce qui va lier ce trait-là avec ce point-là, par exemple. À partir de ça, on a la pose des caméras et la matrice fondamentale. On va pouvoir trianguler pour avoir un nuage de points de la scène observée. Donc un nuage de points, un premier modèle 3D qui est un peu grossier et qui est éparse, qu'on a pu obtenir avec la triangulation et qui est surtout c'est une reconstruction projective, c'est-à-dire que c'est correct à une transformation projective près. On va pouvoir, grâce aux encres, donc aux mesures GPS sur le sol et au bundle adjustment qui va donc minimiser l'erreur de reprojection entre ces points triangulés et leur correspondance sur les plans images. Donc c'est du raffinement et du géoréférencement. Passer d'une reconstruction projective à une reconstruction dite métrique, et qui dans notre cas sera en plus géoréférencée puisque la technique utilisée va utiliser les mesures GPS. Donc, à l'issue de ça, donc, nous avons des informations géométriques qui sont assez précises sur la scène observée. Nous avons des cartes de profondeur, des modèles 3D, etc. Et nous allons pouvoir, avec des informations intrinsèques de la caméra, comme la longueur focale et la taille du pixel, et avec les cartes de profondeur générées à l'issue de ça, pouvoir transformer les séries temporelles que je vous ai montrées tout à l'heure de pixels à centimètres par jour, ce qui est beaucoup plus utile pour les géomorphologues. Donc ici j'ai mis maillage et filtrage parce que des fois il y a certaines techniques de filtrage et de travail sur les modèles 3D qui sont beaucoup plus faciles à faire sur des maillages que sur des nuages de points, parce que le maillage va être une surface. Donc quelques résultats en 3D, donc comme je rappelle, donc voici nos deux caméras sur Google Earth. Elles sont à 2680 mètres d'altitude et 2630 mètres d'altitude. Elles observent avec un grand angle le glacier d'Argentière, de la chute de Séracq à ici. Donc c'est pas la fin du glacier, mais c'est quand même une grande partie du glacier. Donc ici, c'est quelques mesures qu'on peut avoir avec la stéréoscopie. Donc la carte de profondeur, des scores, des normales au plan, des trucs comme ça. Ce qui va nous permettre d'avoir des modèles 3D en nuage de points comme celui-là. Donc pour le moment, il nous manque encore une campagne de mesures sur terrain pour géoréférencer ces modèles 3D. Donc il est centré en 0. Mais normalement, en septembre, ce modèle sera en fonction de l'altitude, latitude et longitude. Donc ça, c'est ce que donne le maillage. Si on veut, par exemple, estimer la différence d'élévation entre modèles, il vaut mieux utiliser des maillages que des nuages de points, parce que les métriques dessus sont beaucoup plus précises. Donc, en guise de conclusion et perspective, ce que je vous ai montré d'abord, c'est la pipeline monocaméra qui m'a permis d'estimer
le mouvement aperçu sur la scène observée projeté sur le plan image, donc ici en bleu. J'ai pu faire cette pipeline monocaméra sur la caméra droite et sur la caméra gauche. J'ai pu aussi calculer la disparité entre deux images gauche et droite prises en même temps. J'ai maximisé la cohérence temporelle. Donc ici, nous avons, c'est la même image. Un temps t égal à 0 et t égal à 1. J'ai maximisé cette cohérence temporelle pour tout le time-lapse. Et ici aussi, du côté gauche et droit. Avec le bundle adjustment, la minimisation de l'erreur de reprojection et le géoréférencement, on a pu raffiner nos modèles 3D, donc ce qui est en rouge là. Et ce qu'on veut faire pour les perspectives, c'est prendre toutes ces consistencies-là, donc temporelle, géométrique et le cross-term, donc les deux, et formuler une optimisation jointe qui va nous permettre de raffiner toutes nos mesures temporelles et géométriques de la scène observée. Donc optimisation jointe. On a déjà formulé nos fonctionnels. Il ne reste plus qu'à voir si le problème à résoudre est mal posé, bien posé, si on a des informations a priori qu'on veut injecter ou pas. Donc voilà. Et à l'issue de ces mesures qui vont être beaucoup plus précises que ce qu'on aurait pu avoir sans optimisation, on va pouvoir essayer de, par exemple, avoir des modèles numériques de terrain qui sont à haute résolution, faire des collaborations avec l'Institut de géosciences, ou faire, moi j'espère pouvoir faire de la surface mass balance avec le delta H, la différence d'altitude qu'on va observer sur le glacier. Voilà, merci. Voilà, je te remercie en fait pour cet avancement en fait, j'ai deux questions, une pour le cas monocaméra et une autre pour le cas stéréo. Donc, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît sur le transparent 8? Donc là où il y a le schéma en fait. Celui-là? Non, après. Toute la pipeline? Voilà, c'est ce schéma-là. En fait, c'est uniquement en fait, au niveau du bloc régularisation que tu t'es aperçu en fait, que tu es devant un problème mal posé parce que tu as un manque de données, ou bien une manquante, pardon. Donc, ici, je pose la question, en fait, la partie lissage qui a été faite à ce niveau-là. Pourquoi, en fait, tu n'as pas pensé à la faire bien avant pour ne pas tomber, en fait, dans le problème, justement, qui est devenu, on va dire flagrant à cette étape, justement, de traitement. Ce que je veux dire... à l'issue du premier bloc, en fait, tu as perdu des données. Oui, c'est ça. Parce que les images ne sont pas du tout exploitables. Voilà. Et tu pouvais faire des interpolations pour compenser. Oui, on aurait pu faire de l'interpolation pour combler les trous. Sauf que ces matrices-là, quand on n'a pas toutes les observations là, donc si on va dire que l'image 26, elle manque, donc on va enlever cette ligne-là et cette ligne-là, et notre matrice, elle ne va plus avoir un rang plein. Oui, mais parce que tu es déjà en fait dans le bloc de régularisation. C'est-à-dire, moi j'ai suggéré avant en fait d'avoir ces matrices-là, de faire l'interpolation et puis en fait voir qu'est-ce que ça donne justement si tu as fait l'interpolation avant. Je ne sais pas. Notre inversion, on s'est rendu compte qu'en utilisant le banc solver, on va interpoler des points sur les données manquantes. Justement, et tu nous as montré en fait. C'est ça en fait toute la contribution de cette technique, parce qu'on s'est inspiré d'une technique d'interférométrie. Eux, ils ne vont pas prendre en compte les données manquantes, ils vont résoudre avec une SVD. Nous, on s'est aperçu que sur les données manquantes, notre problème est mal posé, mais que sur les données, sur les endroits ou sur les lignes où on n'a pas de données manquantes, notre problème il est surdéterminé et il suffit d'utiliser cette fonctionnelle-là, donc sans le terme de lissage. Malgré que tu as fait un lissage à ce niveau-là, oui. Ce que tu as dit. Donc déjà, le lissage en fait a bien, en fait, on va dire, rattrapé un petit peu en fait la situation, puisque en fait, on a rajouté des données en fait à l'issue. Le terme de lissage là, c'est l'information a priori qu'on a sur la solution. Ouais. Ça va être qu'elle ne va pas avoir une norme qui est très grande. Donc avec ce terme de lissage,
Et en choisissant le bon alpha carré ici, on va pouvoir avoir des solutions qui ne vont pas osciller comme ça, parce qu'on sait très bien que le glacier il ne va pas osciller comme ça, mais d'avoir une solution qui est lisse parmi toutes les solutions envisageables, puisque le problème est surdéterminé. La question pour la stéréo, en fait, sûrement que tu as pensé en fait, à la partie calibration, parce que en fait, travailler avec des données intrinsèques en fait, de la caméra suppose que tu as fait une calibration. Non, nous, nos installations elles ne sont pas du tout calibrables. Donc soit tu te trimbales sur le glacier avec une mire de calibration géante, c'est pas très faisable. Soit tu le fais à côté de la caméra, et du coup la distance focale ne va pas permettre d'avoir des points précis, puisqu'elle est en train d'observer loin mais pas près. Oui, mais la correspondance pixel, centimètre, etc., comment tu le fais ici? Du coup, voilà, donc les techniques de calibration, ce qu'elles vont faire, c'est nous permettre de passer de cette reconstruction à cette reconstruction en passant par un modèle affine, donc avec les paramètres intrinsèques. Voilà, c'est ce que ça fait. Nous, on n'a pas du tout utilisé de calibration parce que c'était trop compliqué. On a décidé de passer de ce modèle à ce modèle avec les encres, donc les points GPS sur le sol. Donc on va estimer une homographie, donc comme je vous ai montré en 2D, mais en 3D, qui a 15 degrés de liberté, grâce à 5 points non collinéaires sur la scène observée, sur lesquels on va avoir des mesures GPS. Donc, 5 points, 5. 4 pour la 2D et 5 pour la 3D. Et puis en fait, la dernière étape, en fait, là, lorsque tu as pensé à travailler avec des maillages, en fait, est-ce que tu as pensé en fait comment tu vas récupérer justement la version maillée en fait de tes images? Est-ce que c'est un maillage régulier ou non régulier? Je n'ai pas vraiment travaillé l'état de l'art des maillages, parce que pour moi, en fait, le travail de l'expert en vision, ça va s'arrêter là. Parce qu'il y a plein de problèmes qui vont se poser là pour traiter la notion de voisinage, puis la quantité énorme en fait de sommets et puis des rectangles voisins. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est faire une triangulation donc, classique et filtrer les valeurs aberrantes pour avoir une surface sans outlier. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup. Reviens sur ton modèle, la 3D. La question là, d'avant, là, sur la question de calibration. Là. Ouais, c'est là. Il y a un truc que je comprends pas. Quand tu passes de là, tu as des informations a priori. Soit avec, comme il a dit, avec la calibration des caméras, donc avec les paramètres intrinsèques de la caméra. Moi, ce que je fais, c'est du recalage. Comme on va recaler les images, ici on va recaler, mais sur le plan 3D. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'homographie, elle va permettre de compenser le mouvement de la caméra avec une rotation, une translation et un tilt. Ici, c'est exactement pareil. Tu mesures quelque chose, et ici, ce que j'ai, donc c'est au lieu d'avoir des points d'intérêt sur les images, en 3D, on a des points GPS, donc des points encre sur le sol. C'est ça que j'ai vu. Voilà. Donc il en faut au moins 5 et non collinaires. C'est bon, j'ai vu ça, je dors. Mais 5 c'est le minimum. 5 c'est le minimum, je pense qu'on va en prendre plus et faire une RAM 5. Si tu n'as pas de référence, tu peux pas.